Bonsoir. Donc on va pouvoir reprendre le cycle sur les classes sociales. On avait fait une petite variante pour parler de Kobané le mois dernier en raison de l'actualité. Mais on revient à ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire un cycle sur les différentes classes sociales qui composent le capitalisme contemporain. Alors, si j'ai proposé qu'il y ait une discussion sur la question du chômage, c'est pas forcément pour dire que les chômeurs constituent une classe particulière, c'est justement un cas un peu complexe à aborder, mais plutôt pour approfondir ce qui avait été dit précédemment sur ce que c'est que la classe ouvrière. J'ai essayé d'aller relativement vite. Ce que j'avais souligné déjà la fois dernière, c'était sur les questions de la formation initiale de la classe ouvrière, et c'est un point très important. La façon dont on nous présente habituellement le chômage dans le capitalisme, c'est presque comme si c'était un accident. C'est le capitalisme, il devrait fonctionner mieux, mais pour tout un tas de raisons, de frictions. Parce qu'il y a les syndicats qui revendiquent trop, parce qu'il y a l'État qui joue pas son rôle, ou qui le joue trop, etc. Ça crée un dysfonctionnement du capitalisme, et du coup il y a du chômage. Ou il y a des crises, mais c'est accidentel, c'est juste une mauvaise période à passer, et il y a du chômage. Or, quand on examine la façon dont se forme la classe ouvrière à l'origine, on l'a vu la fois dernière, ben, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dès le départ, pour qu'il y ait des ouvriers disponibles qui soient employables par le capital, il faut d'abord qu'il n'ait effectivement pas d'emploi. Donc, pour la plupart, et c'est un phénomène qu'on constate encore de manière agissante aujourd'hui dans de nombreux pays, hein, ce sont des paysans qui quittent leurs terres ou qui en sont expropriés, qui se retrouvent en ville, voire dans les bidonvilles autour, et qui attendent de trouver du travail. Il suffit de regarder comment fonctionne une immense ville prolétaire comme Le Caire, qui est une des plus grandes villes du monde, où il y a des masses gigantesques de gens qui sont en ville, qui peuvent être installés, où il y a le moindre terrain libre, y compris dans les cimetières, et qui s'emploient la journée pour trouver un peu de dockers, de transporteurs, de n'importe quel petit boulot qui passe, ou éventuellement qui vivent de délinquance quand ils trouvent pas de travail. Et ça, c'est la réalité fondamentale du capitalisme. L'autre source d'ouvriers, elle est un peu du même acabit, ce sont les artisans, commerçants, etc., toutes les classes qui existaient sous l'Ancien Régime, qui continuent à exister, mais qui sont de plus en plus précarisées par le capitalisme, et qui à un moment ferment boutique, ferment l'atelier, et cherchent, mais n'y réussissent pas forcément, à s'embaucher comme salariés. Là encore, c'est un phénomène qui est tellement passé déjà en France qu'on a du mal à le percevoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une boutique, en général, on a affaire non pas au patron, mais à des salariés. Et c'est vrai également dans la plupart des entreprises prétendument artisanales. Il en reste, mais c'est minoritaire. Et quand on va dans d'autres pays, des pays du tiers-monde, on s'aperçoit que c'est une classe extrêmement importante, mais qui est dans cette situation d'extrême précarité, donc de prolétarisation. Ce que je veux dire par là, c'est que, là encore, dès le départ, pour qu'il y ait une classe ouvrière, il faut qu'il y ait un chômage massif. Autrement dit, c'est absolument constitutif du capitalisme. Hein. L'exemple archétypal de la paysanne bretonne qui arrive sur le quai de la gare Montparnasse en espérant trouver un emploi de bonne, c'est exactement ça. Alors, donc c'est un point important déjà de critique pour moi, parce que ça montre que on ne peut pas considérer le chômage comme un accident du capitalisme dans la mesure où c'est son fondement.
Deuxième point là-dessus, je vais revenir sur les classiques. Qu'est-ce que raconte Marx sur le sujet, à part cette question de constitution de la classe ouvrière, et pourquoi il s'y intéresse? Dans ce que j'ai réussi à remonter en suivant les textes de Marx, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toute sa conception du chômage est orientée dans une polémique avec Malthus. C'est Engels qui débute le problème quand il commence à s'intéresser à ce que disent les économistes anglais. Et Malthus y pose un problème en disant, en gros, il y a trop de pauvres et c'est de leur faute s'ils sont pauvres, ils font trop d'enfants. Et puis surtout, la population humaine croît beaucoup plus vite que les capacités pour les nourrir. Donc on va au-devant de la catastrophe, surtout que plus il y a de pauvres urbains qui ne cultivent plus, moins on a de possibilités de les nourrir. Engels répond à ça d'une manière assez optimiste, et c'est un optimisme qui est encore très souvent diffusé dans les milieux marxistes, en disant il n'y a pas de problème, Malthus confond tout, effectivement c'est comme ça que ça se passe dans le capitalisme, mais dans le socialisme, de toute façon la science va être extrêmement développée, donc il n'y a pas de problème d'alimentation. De toute façon on va résoudre le problème de la pauvreté, c'est sûr, mais il n'y a même pas de problème d'alimentation. J'aurai l'occasion à sur d'autres sujets de revenir sur cet optimisme d'Engels. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on suit les textes de Marx sur le sujet, il y revient toute sa vie. Régulièrement, tous les 10 ans, il revient sur le sujet, et à chaque fois, il répète à peu près ce qu'a dit Engels, puis en disant, bon, mais quand même, et si Malthus avait raison, s'il y avait un problème. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des questions qui se posent par rapport à ça, mais du coup, ça l'amène à se poser la question de comment le capitalisme, qui engendre effectivement des pauvres travailleurs, mais aussi surtout des pauvres non occupés, pas encore ouvriers, comment le capitalisme va essayer de résoudre ça. Et ça va rencontrer en fait sa problématique par rapport à l'État, dans la mesure où ce qu'il constate, c'est que dès le départ, l'institution qui va se mettre en situation d'essayer de régler le problème de la pauvreté sans jamais y arriver forcément, puisque c'est une question qui est intrinsèque au système, c'est l'État. Et du coup, il pose assez tôt dans sa carrière, dès les textes de 1844, l'idée qu'il y a une espèce d'extension progressive de l'État au fur et à mesure qu'il essaye de juguler la question de la pauvreté, la question du chômage. Que ça soit par les institutions qui se donnent pour essayer de forcer les ouvriers à travailler, c'est les fameuses workhouse en Angleterre, mais on en connaît tout un tas d'équivalents dans d'autres pays, c'est-à-dire des ateliers où on attrape les mendiants qu'on chope dans la rue et on les oblige à travailler, qui sont pas tout à fait des prisons, mais pas très loin quand même. Et on a des équivalents en France et dans d'autres pays, mais aussi d'autres types d'institutions, de charité, etc., etc. Toutes les institutions qu'il va mettre en place pour essayer de solutionner le problème, mais en même temps, du même coup, de fournir effectivement en permanence aux capitalistes les ouvriers dont ils ont besoin. Ça, je pense que cette idée de croissance coexistante en croissance commune de l'État et du chômage, c'est une idée qui est extrêmement importante et qui, à mon avis, dans la littérature marxiste, n'a pas été tellement développée. J'attrape quand même la citation, mais j'ai du mal à afficher les deux en même temps. Je vous la donnerai tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il dit que l'administration est là pour juguler, discipliner et éterniser cette situation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on constate par la suite. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans un État qui se réduirait, disons, à un système d'impôts et de police et d'armée,
mais on est déjà dans un État qui assume à sa manière la question sociale en essayant de juguler, de discipliner les pauvres. Donc juguler, discipliner le chômage. Et ça, quand on regarde l'État actuel, mais quand on regarde toute son histoire, c'est quand même effectivement la partie de plus en plus croissante, exponentielle, de son fonctionnement, de son rôle historique. Deuxième grand point par rapport à ça, c'est effectivement, je parlais tout à l'heure, la défense classique, c'est bon, il y a des crises, mais c'est temporaire, c'est qu'un mauvais moment à passer, hein, même si ça te fait 40 ans qu'on nous dit que c'est la crise. Mais c'est un dysfonctionnement du capital et c'est pas sa nature. Ça, c'est tout le débat classique sur la théorie des crises. Ce que montre Marx, je rentre pas dans les détails de la théorie des crises, je l'ai déjà fait ailleurs et c'est pas le moment, mais c'est que c'est non pas quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose de constant, c'est-à-dire il y a tous les 5 à 10 ans une crise plus importante que les autres, il y a en permanence un système qui continue par la concurrence, à écraser les plus petites entreprises et donc à transformer leur patrons de l'artisanat ou même les petits patrons en chômeurs ou en salariés, et qui du coup met sur le pavé leurs ouvriers et ainsi de suite. Mais il y a en plus de ça, disons, des crises qui se répètent de manière cyclique, plus ou moins importante. Ça, quand on trace l'histoire du capitalisme, c'est extrêmement vérifiable, mais il l'avait repéré très tôt dans l'histoire des crises et il s'y était particulièrement intéressé. Ce qui est important, c'est que du coup, là encore comme élément de critique, si la crise c'est un élément constitutif du capitalisme, si c'est un système qui en permanence se reproduit et du coup continue de mettre des ouvriers, des salariés sur le pavé, on peut plus vraiment dire que c'est quelque chose d'accidentel. Donc ça, c'est quelque chose qui nous regarde plus dans la situation actuelle d'une certaine façon que ce qui s'est passé au début du capitalisme, mais alors que dans d'autres pays c'est bien le processus qui est en route. Là, même si on peut voir encore des paysans qui deviennent chômeurs, il y en a plus assez pour que ça soit un mouvement massif, même si c'est massif par rapport à la proportion de paysans. Par contre, effectivement, ce système de fermeture régulière de boîtes qui met des gens au chômage, ça, c'est quelque chose effectivement d'absolument vérifiable. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas quelque chose d'exceptionnel par rapport au fonctionnement du capitalisme. C'est son mode de renouvellement permanent. Donc, à partir de tout ça, on a une troisième situation qui se produit et qui est celle que connaît l'Europe occidentale à peu près dans son ensemble, c'est que le chômage, il peut être utilisé, et là on est bien dans le chômage au sens où on a fermé une usine, c'est pas quelqu'un qui n'a pas encore trouvé de travail, c'est quelqu'un qui en a eu et qu'on a mis dehors. Il peut être utilisé comme une forme de lock-out permanent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus fréquemment de grève que de lock-out, mais dans la lutte de classe, c'est un phénomène extrêmement important au départ du capitalisme, sauf qu'il a une portée plus locale. Le lock-out, c'est quand le patron dit ben non, moi je ferme mon usine, il n'y a plus de travail. Et c'est une arme importante, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de travail, ben ça veut dire que toute la commune, toute la région dépérit progressivement, parce que s'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire non plus. C'est une arme que les patrons ont utilisée très fréquemment, mais pendant longtemps, parce que leur capacité à eux-mêmes exporter leurs capitaux, à reconstituer une usine ailleurs, etc., était limitée, ils pouvaient l'utiliser que de manière temporaire. Et d'autre part, parce que la montée en puissance des syndicats ouvriers, des conventions collectives, etc., ont limité très largement les capacités de le faire. Cela dit, ce qui se passe avec le système des délocalisations ou tout simplement des fermetures d'usines qui ne sont pas toujours suivies d'une délocalisation, qui peuvent être un transfert vers d'autres secteurs, ou vers le secteur financier, etc., c'est exactement le même principe.
Comment? Vous voulez plus de salaire, de meilleures conditions de travail, de machin? Non, non, ça coûte trop cher, je ferme boutique. Et ça, c'est un phénomène qui est pas du tout isolé. On voit qu'à partir du milieu des années 70, un peu partout en Europe, face à la montée des luttes ouvrières, notamment en Italie, en France, etc., eh bien, le patronat réagit exactement de cette façon-là. Il ferme systématiquement les grands ensembles qui contiennent disons un grand nombre de travailleurs qui font le même boulot et qui du coup quand ils se mettent en grève, ben, ça se voit. Hein, c'est par exemple les mines, que ce soit dans le nord ou en Lorraine, hein, des bassins avec 150 000 bonhommes qui font exactement le même boulot. Que ce soit les très grandes usines, la classique étant Boulogne-Billancourt, l'usine Renault, avec ces énormes grèves. C'est-à-dire que cet usage du chômage, il est utilisé effectivement comme une arme patronale pour briser les résistances ouvrières, d'abord les très grands bassins, et puis de plus en plus petits. Et on voit que c'est un phénomène qui se poursuit régulièrement, c'est-à-dire quasiment toutes les unités de plus de 200 ouvriers, elles sont progressivement fermées. On les voit fondre, il en reste bien entendu, il reste quelques très grandes usines à 10-15 000, mais de moins en moins, et puis souvent elles ont été recréées dans des secteurs où le sale boulot avait été fait, c'est-à-dire on a viré tout le monde, et puis on a rouvert beaucoup plus tard, mais avec des ouvriers plus jeunes, une nouvelle génération. On pourra peut-être parler, parce qu'il y en a qui connaissent ici, de Toyota Onin. Ça me paraît être typiquement ce genre de situation. Donc, il y a, c'est très important à mon sens, ça a été un des enjeux des débats de l'opéraïsme italien par rapport à la question du chômage, mais je pense que c'est un de leurs vrais acquis pour le coup, c'est de montrer que le chômage est employé comme une arme à une échelle massive pour détruire les résistances ouvrières et du coup pour rétablir la production selon les conditions que eux souhaitent et non pas selon les conditions que les ouvriers souhaitent. Donc là on est typiquement dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une grande partie de la classe ouvrière qui a été purement et simplement sortie du système dans la mesure où elle était trop revendicative, et on en recrée, mais par petits bouts, une qui soit plus tranquille. On y reviendra sans doute dans la discussion. Le dernier point dont je voulais parler, c'est l'enjeu que ça constitue la gestion du chômage. C'est-à-dire, effectivement, j'ai insisté parce que ça a été l'un des premiers points de Marx sur le sujet, sur le fait que l'État est là pour gérer ça. Cela dit, ça a toujours été une question conflictuelle. On a des situations qui sont relativement différentes. Je pense notamment, par exemple, à la Belgique où les indemnités chômage sont versées directement par les syndicats. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu dans la mesure où ça fait aujourd'hui partie de l'ensemble de ce qu'on peut regrouper sous le salaire socialisé. Eh bien, savoir qui est-ce qui va gérer ça. Est-ce que c'est la classe ouvrière qui va gérer la solidarité interne à la classe et du coup faire du salaire quelque chose qui soit de plus en plus social et de moins en moins individuel, ou est-ce que c'est l'État qui va conserver la mainmise? Et on voit que dans toutes les luttes autour de la question du chômage, c'est aussi une des questions sous-jacentes à l'ensemble des discussions. Comment on va définir le chômage, qui va le définir, sur quel principe on va se baser par rapport à ça, quels sont les enjeux, est-ce que c'est la solidarité ou est-ce qu'au contraire c'est simplement éviter que la bombe explose. Cela dit, la dernière réserve par rapport à tout ça, c'est tout simplement que quand je dis que le chômage peut être utilisé comme une arme patronale, c'est quelque chose qu'on constate de manière très simple. Hein. C'est le patron qui dit bah, si t'es pas content, t'as qu'à chercher du boulot ailleurs, il y en a 20 qui attendent dehors. Donc effectivement, à l'échelle de chaque patron,
c'est une situation finalement avantageuse qu'il y ait des chômeurs. Par contre, à l'échelle globale, la multiplication de cette politique-là dans chaque entreprise, ça crée effectivement un chômage de masse, qui lui est un danger pour l'ensemble du système. Et on voit bien le problème dans lequel ils sont et les débats entre l'État et le patronat sur le sujet. C'est-à-dire, c'est avantageux qu'il y ait un certain taux de chômage, mais ça a quand même un coût. Ça a un coût qui est supporté essentiellement par les travailleurs, mais malgré tout, tout ce que les patrons pourraient régler dans ce système-là, bah, ils aimeraient bien le récupérer, et ça devient un poids important, y compris pour eux. Donc du coup, il y a toujours une lutte qui vient s'opérer autour de tout ça, sur qui on va transférer les coûts, quel est le taux de chômage qui serait acceptable pour eux, et quel est le taux de chômage à partir duquel ça devient réellement problématique pour eux. Donc c'est pas quelque chose qui serait si simple, et c'est pas non plus quelque chose, parce que je sais que dans des discussions sur le sujet, ça m'a déjà été opposé en disant mais c'est au fond ton truc c'est complotiste, c'est les patrons qui complotent pour qu'il y ait du chômage. Non, ils ont pas besoin de le faire. Ça se fait simplement parce qu'ils appliquent globalement chacun la même politique, sans forcément se coordonner. Et là d'ailleurs on peut voir régulièrement des divergences importantes entre justement l'État qui est chargé de gérer le chômage et de manière générale de gérer la classe ouvrière à l'échelle globale, et l'activité de chaque patron individuellement. Et cette tension entre l'État et le patronat, c'est une chose importante, et même les tensions internes au patronat, c'est-à-dire ce qui est souhaitable pour les patrons dans l'ensemble en tant que classe et la pratique de chaque patron individuellement, ça peut aussi être l'occasion d'un certain nombre de tensions. Donc quand on examine la question du chômage, ben, il faut essayer de garder l'ensemble de ces éléments en mémoire. Voilà, j'avais dit que je ferais un peu plus court que la fois dernière, je pense y avoir réussi, ça n'est pas encore très court, mais ça progresse. Donc voilà, on peut en discuter si vous le souhaitez.